et qu'on passe à l'approbation du compte rendu de la précédente réunion de notre conseil municipal s'il n'appelle pas de commentaires particuliers. Est-ce que le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 13 décembre appelle des commentaires? Pas de commentaires, je vous propose donc de le valider et de le signer au passage lorsque le compte rendu passera devant vous. Bien, donc nous pouvons attaquer l'ordre du jour de notre conseil municipal, qui est un conseil municipal important, qui compte un certain nombre de points, avec en premier lieu des affaires générales. Et le point A nous sera rapporté par Mme Marie-Claire Scalier, s'agissant du séjour ado et d'une signature de convention d'agrément entre la ville et l'Agence nationale pour les chèques vacances pour percevoir le remboursement des chèques vacances. Elle sera assortie d'une petite modification dont on a connu ce soir, puisque c'est une modification qui intervient à compter du 1er janvier 2019, s'agissant du taux de chargement et du commissionnement. Mais Marie-Claire va nous rapporter ses délibérations. Marie-Claire. Il est proposé au conseil municipal de passer une convention avec l'organisme ANCV afin d'accepter les chèques vacances en règlement des séjours organisés par la commune en partenariat avec le Club Ado, afin d'en faciliter l'accès au plus grand nombre. Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'ordonnance numéro 82-283 du 26 mars 1982, créant l'Agence nationale pour les chèques vacances ANCV, considérant que l'Agence nationale pour les chèques vacances ANCV est un établissement public national chargé de l'émission de chèques vacances et de leur remboursement aux organismes agréés qui les acceptent, considérant que la commune de Maranchivange souhaite faire bénéficier de cette modalité de paiement les usagers des services publics pour les activités de séjour jeunes durant les vacances scolaires, à propos des conditions tarifaires de la convention, une commission donc n'est pas marquée, enfin, elle est marquée de 1%, mais en fait on vient de savoir que c'est de 2,5%, est perçue sur la valeur des chèques vacances présentés au remboursement avec un minimum de 2 € TTC pour toute remise inférieure à 200 € TTC. On n'a pas d'informations nouvelles sur le minimum, on s'en signera demain. Sur ce rapport et sur sa proposition, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise monsieur le maire à solliciter un agrément auprès de l'Agence nationale pour les chèques vacances, ANCV, précise que la commune de Maranchivange sollicite l'agrément pour les séjours durant les vacances scolaires, autorise monsieur le maire à signer la convention d'agrément proposée par l'Agence nationale pour les chèques vacances, ANCV. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Bien, je vous propose de passer au vote tout de suite. Donc, sur cette délibération 1A, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Le point 1B, s'agissant de la signature de la convention vacances de la Caisse d'allocation familiale, la VACA, pour faciliter le paiement des familles par BANCAP lors d'un séjour organisé par la commune, nous est aussi présenté par Marie-Claire Scalier. J'informe le conseil municipal que la Caisse d'allocation familiale propose la signature d'une convention VACAP pour permettre à la commune d'encaisser les bons CAF comme paiement des séjours ados que nous organisons. Le dispositif VACAP AVE a pour but d'assurer les inscriptions des enfants dans des centres de vacances assurant un accueil et le financement auprès de ces organismes selon un barème fixé par décision du conseil d'administration de la Caisse d'allocation familiale de Moselle. Je précise qu'il est nécessaire de signer cette convention afin de permettre d'encaisser les bons CAF perçus par les familles au titre de l'aide aux vacances de leurs enfants. Cette convention sera disponible sur le site internet de la CAF à compter de février 2019. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'éducation, vu le projet de séjour ado à organiser du 8 au 13 avril 2019, vu la déclaration de séjour avec unité transmise auprès de la direction départementale de la cohésion sociale, vu le projet éducatif de la commune, autorise monsieur le maire à signer la convention d'aide aux vacances enfants, autorise l'encaissement des bons CAF comme moyen de paiement du séjour. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Je vous propose de passer au vote tout de suite sur ce point 1B. Sur ce point, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie.
Et nous avons toujours réservé la parole à Madame Marie-Claire Spanier pour la présentation du point 1C, s'agissant de la création et du recrutement d'un contrat d'engagement éducatif, s'agissant là d'un contrat de droit privé. J'informe l'Assemblée. Le contrat d'engagement éducatif, appelé aussi CEE, a été créé par le décret numéro 2006-950 du 28 juillet 2006 relatif à l'engagement éducatif pris pour l'application de la loi numéro 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Le CEE est un contrat de travail de droit privé spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs des accueils collectifs de mineurs. Il fait l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle en matière de fonction publique territoriale au recrutement par une collectivité territoriale de titulaires de contrats d'engagement éducatif. Par conséquent, les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d'engagement éducatif en vue de l'organisation d'accueil collectif de mineurs dès lors qu'il s'agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type d'activité. Enfin, il est rappelé que la personne recrutée doit justifier des qualifications exigées et qu'elle doit être affectée à des fonctions d'animation et d'encadrement durant un temps spécifique. La durée de l'engagement ne peut être supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Article L. 432-4 du Code de l'action sociale et des familles. La rémunération des personnes titulaires d'un CEE ne peut être inférieure à 2,20 fois le montant du salaire minimum de croissance par jour. Lorsque les fonctions exercées supposent une présence continue auprès des publics accueillis, la nourriture et l'hébergement sont intégralement à la charge de l'organisateur de l'accueil. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme des avantages en nature. Article D 432-2 du Code de l'action sociale et des familles. Je propose à l'Assemblée la création de 2 emplois non permanents et le recrutement de 2 contrats d'engagement éducatif pour les fonctions d'animateur à temps complet pour une durée de 6 jours à compter du 8 avril et jusqu'au 13 avril 2019. Je propose de rémunérer les animateurs à raison de 42 € bruts par jour pour les diplômés BAFA, 35 € bruts par jour pour les stagiaires BAFA et 30 € bruts par jour pour les non-diplômés. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu la loi numéro 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l'engagement éducatif, vu la loi numéro 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, vu le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L 432-1 et suivants et D 432-1 et suivants, vu le décret numéro 2012-581 du 26 avril 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre du repos compensateur des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, décide d'adopter la proposition du maire d'inscrire au budget le crédit correspondant. Est-ce que sur cette délibération, vous avez des questions? Je propose de passer au vote de ce point 1C. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 1D, s'agissant de l'annulation de la délibération numéro 41-2018 en date du 19 avril 2019. 19 avril 2018. Et l'intitulé, ce n'est pas opération de construction, on n'annule pas l'opération de construction, on annule la garantie financière sur l'opération de construction de 30 logements de Chimène et Bâti. Donc je répète, annulation de la délibération numéro 41-2018 en date du 19 avril 2018, garantie financière sur l'opération de construction de 30 logements de Chimène et Bâti. Suite aux négociations avec le JS en date du 21 janvier dernier, sur les différents programmes de construction de logements de la commune. Ceci nous informe que le conseil départemental a décidé de ne pas participer à la garantie d'emprunt sur cette opération dans les mêmes conditions que celles précédemment fixées. Nous ne pouvons donc pas obtenir la quote-part réservataire du département sur le programme énoncé. Par conséquent, l'accord de garantie prévu dans la délibération 41-2018 est caduc. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, compte tenu de ces motifs, le conseil municipal approuve l'annulation et la délibération numéro 41-2018 du 19 avril 2018 concernant l'opération de construction de 30 logements rue Chimène et Bâti.
Cette délibération d'avril 2018 avait pour but de pouvoir bénéficier du quota réservataire qui était normalement affecté au conseil départemental sur l'opération de la rue Chimène-Ibadi. Le conseil départemental, au regard des évolutions de la loi Elan en particulier, a décidé de changer son mode de quota réservataire, en tout cas de détermination de ces quotas réservataires. Il passe d'une gestion en stock, ce qu'on appelle la gestion en stock, à une gestion en flux, qui se calcule non plus sur un programme identifié, mais sur la totalité des logements à disposition d'un bailleur social. Comme nous avions un engagement qui intégrait un quota réservataire du conseil départemental, cette délibération ne peut pas produire d'effet. Elle suppose donc d'être annulée. Et vous comprendrez que les deux délibérations qui suivent sont les délibérations qui permettent d'apporter une substitution à cette suppression de délibération. Sur cette annulation, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote de ce point 1D. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Le point 1E, s'agissant de la convention de réservation de logements sociaux. Cette convention, qu'on a en particulier signée avec la société Logis-Est, est annexée bien évidemment aux délibérations de notre conseil municipal. Elle est extrêmement précise, elle est toute récente, les discussions qu'on a eues avec Logis-Est sont très récentes, et elle sera signée dès ce soir pour être retournée à Logis-Est, au cas où, bien évidemment, le conseil municipal valide cette délibération. Donc les futures opérations de logements sociaux pour lesquelles la commune de Marange-sur-Gaz a participé sont les suivantes. Le programme 2695, 30 logements rue James Adams. Alors, depuis qu'ils sont construits, ils ne portent plus le nom de Chimène-Ibadi, qui est la route qui permet à Brissert, et James Adams, qui est la route qui rentre dans le programme immobilier. Programme CN Mars 15-31, 31 logements rue Saint-François. Programme 2767, 43 logements rue de la Vallée. Programme 5006, 45 logements rue de la Vallée. Ces deux derniers programmes étant le programme Lidl. En contrepartie de la garantie financière de la commune, la société anonyme d'HLM Logis-Est s'engage à réserver à la commune un contingent de logements produits dans le cadre de ces opérations. Ces réservations font l'objet d'une convention dans le projet EJOA annexe. L'attribution des logements sociaux sera effectuée sur proposition du Centre communal d'action sociale de Marange. En conséquence, la délibération suivante est soumise à l'approbation du conseil municipal. Le conseil municipal, après en avoir délibéré du Code de la construction et de l'habitation et l'article R441.5 du Code général des collectivités territoriales, et vu la proposition de convention de réservation de Logis-Est en date du 23 janvier 2019, s'il vous plaît, décide d'approuver la convention de réservation de logements locatifs sociaux annexés et d'autoriser M. le maire ou son représentant à les signer. Donc si vous avez parcouru la convention, la nouvelle convention qui est jointe à ce projet de délibération, vous avez pu constater qu'elle est bien plus favorable à la ville qu'à l'unité. Elle s'organise aujourd'hui, comme le préconise la loi Elan, en deux types de domaines réservataires de la commune. Une partie de domaines réservataires en stock, et de ce point de vue, nous aurons sur les programmes existants Logis-Est, c'est-à-dire la Rousse et Enchaînement, 20% de ces logements à titre de quota réservataire, et nous aurons une capacité réservataire cette fois-ci en flux sur les nouveaux programmes immobiliers qui seront développés par Logis-Est sur la commune, c'est-à-dire la rue Saint-François et le futur programme immobilier. Sur ces opérations, au-delà du fait qu'elles nous sont favorables, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Sur ce point de délibération 1E, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Le point 1F, s'agissant du contrat de prêt, qui est celui qui a fait l'objet de l'annulation de délibération, qui a fait l'objet de la nouvelle convention que nous avons signée avec Logis-Est, vu le rapport établi, la présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessus. Vu les articles L 2252A et L 2252.2 du Code général des collectivités territoriales, l'article 2298 du Code civil, vu le contrat de prêt numéro 75 349 en annexe signé entre la SA d'HLM Logis-Est, aussi après l'emprunteur et la Caisse de dépôt et de consignation, relatif à l'opération de construction de 30 logements situés rue Chimène-Ibadi, délibère. Article 1er, l'Assemblée délibérante de la commune de Marange-sur-Gaz
accorde sa garantie à concurrence de 25% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 2 960 700 €, souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse de dépôt et de conciliation, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 75 349, constitué de 4 lignes de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. L'article 2, la garantie est apportée conformément aux conditions stipulées dans la convention de réservation, adoptée par le conseil municipal le 30 janvier 2019. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par simple lettre, par lettre simple de la Caisse de dépôt et de consignation, la collectivité s'engage à meilleur délai à se substituer à l'emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le dépôt de ressources nécessaires à son règlement. Le Conseil s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder la garantie d'emprunt du prêt locatif souscrit par le GIEST dans le cadre du projet opération de construction de 30 logements rue Chéry et Badi. On peut écrire peut-être rue James Sedan, si ce serait quelque chose. Voilà, cette délibération, vous le comprenez, remplace la précédente que nous avions accordée à l'EGEST en concurrence du même montant. Sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions? Qui s'abstient? Alors je vous remercie. À l'unanimité. Le point 2A, s'agissant d'un domaine de finance, en particulier les frais de représentation du maire, nous sera exposé par Mme Diane Léder. Il s'agit d'une délibération habituelle, puisque c'est déjà la 3e année que nous avons mis en place ce type de dépenses. Donc au titre de frais de représentation du maire, on reste sur le même montant, donc on proposera toujours 1 500 € pour l'année, montant qui sera inscrit au budget primitif. À titre d'information, pour l'année 2018, le montant réalisé sur cette ligne frais de représentation du maire a été de 1 283,90 €. Donc les trois quarts sont quand même représentés par des frais de déplacement. Tout à fait, à Strasbourg notamment. À Strasbourg notamment. Alors, vu l'article L 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, il est précisé à l'Assemblée délibérante les motifs suivants. Afin de compenser les suggestions et les responsabilités résultant de leurs charges publiques, les maires bénéficient d'un certain nombre de garanties d'indemnisation au nombre desquelles le législateur a inscrit, outre les indemnités pour fonctions effectives de leurs fonctions, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, les indemnités pour frais de représentation. Par délibération, le conseil municipal peut accorder cette indemnité au maire et à lui seul, afin de couvrir les dépenses engagées par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Ainsi, en est-il notamment des dépenses supportées personnellement par le premier magistrat municipal en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. Le montant de ces dépenses peut donc varier selon les collectivités. À plusieurs occasions, la jurisprudence a précisé la portée de ces dispositions. Ainsi, ces indemnités ne correspondent pas à un droit, mais à une simple possibilité. Les conseils municipaux n'ont pas en effet l'obligation de voter de telles indemnités, mais seulement la faculté, si les ressources ordinaires de la commune le permettent. Elles peuvent par ailleurs être allouées en raison d'une circonstance exceptionnelle ou prédéterminée, ou prendre la forme d'une indemnité fixe et annuelle qui ne doit toutefois pas excéder les frais auxquels elles correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé. Tel serait le cas d'une indemnité attribuée en l'absence de toute justification des dépenses auxquelles elle a été destinée ou justifiée comme étant une rémunération du temps que le maire consacre aux affaires municipales. Donc, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accorder le remboursement des frais réels du maire à la limite d'un plafond de 1 500 € annuels. Sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions? Alors, il me semble qu'elle a toujours été, au moins pour vous, pour l'éducation, je ne sais plus, à 0 les années précédentes. Donc, de savoir si on peut avoir le détail
Non, elle a toujours été à zéro. C'est l'autre, la suivante. C'est la suivante. Toujours été à Alors, est-ce que zéro. vous pouvez nous faire parvenir le détail des frais qui ont Le été... livrement dans les consultants, mais pas de souci. Bien sûr. Sans aucun problème. Merci. Je ne pourrais pas, et la délibération est très claire dans ce sens, il faut justifier de la réalité de ces frais. Et donc, vous vous doutez. Oui, donc s'il y a des factures, on peut les discuter. Sur cette délibération, je vous propose donc de délibérer. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc voilà, c'est bon. Ok, je vous propose de passer à la délibération 2B, s'agissant des frais de mission des élus, qui est une délibération récurrente pour pas souci, que Diane Véder va nous présenter. Voilà, donc il s'agit de la deuxième délibération que vous venez de prendre. Pour la troisième année, la même chose. Donc le montant qui vous est proposé de 1500 € est le même que les autres années. Le montant qui sera inscrit dans le budget. Donc dans le budget, ce sont à chaque fois des lignes spécifiques. Ils ne sont pas mélangés à d'autres dépenses. Et un titre d'information, donc la réalisation pour l'année 2018 est de 0. Donc c'est celle-ci qui a toujours été à 0 depuis que l'on l'a mise en place il y a 3 ans. Elle n'a pas toujours été. Elle est depuis quelques années, mais elle n'a pas toujours été. On avait un remboursement de déplacement d'un adjoint. Oui. Alors, vu l'article L21-21-29 du Code général des collectivités territoriales, il est rappelé que les missions spéciales sont les frais de déplacement du maire, adjoint et conseillers municipaux. Le remboursement des frais de mission est liquidé dans des conditions analogues à celles des frais de mission des fonctionnaires territoriaux sur la base d'un remboursement forfaitaire. Les frais de mission peuvent être remboursés sur la base des frais réels avec présentation d'un état des frais, à condition que les sommes engagées ne sortent pas du cadre de la mission assignée à l'élu et ne présentent pas un montant manifestement excessif. En outre, ne peuvent faire l'objet d'un tel remboursement que les frais d'exécution d'une mission spéciale. En effet, l'indemnité de fonction est censée couvrir tous les frais résultant de l'exercice du mandat. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise l'imputation des frais de mission spéciale des maires, adjoints et conseillers municipaux à l'article 6532, frais de mission. Des frais afférents dans la limite de 2500 € annuels. Des questions sur cette délibération? Pas de questions? Pareil, vous aviez précisé quand il y avait eu des dépenses, on peut avoir le détail de ce qui a été... Oui, monsieur, on vient de vous dire, monsieur Fauquin, à l'instant, que le détail était à 0. Donc, de fait, il n'y a pas eu de dépenses. Donc, on ne peut pas vous trouver de justification de dépenses qui n'ont pas eu. Vous comprenez? Okay. Donc, sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Pour le reste, le point 2C, l'autorisation d'engagement des dépenses d'investissement autour de 25% de 2018. Il s'agit encore d'une délibération financière et je vous demande à Diane Véder de nous rapporter cette C'est encore une délibération habituelle que l'on prend pour nous permettre, en attendant le vote du budget primitif, de continuer à engager et à mandater certaines dépenses dans la limite de 25% du budget de l'année exécutée en 2018 sur la section investissement. Donc il sera précisé au conseil municipal la possibilité de réaliser de nouvelles dépenses en investissement avant le vote du budget primitif 2019. Pour ce faire, une délibération autorisant l'engagement des dépenses d'investissement à hauteur du quart des dépenses engagées en N-1 doit être soumise au conseil municipal. Rappelle les dispositions de l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, modifié par ordonnance 2009-1400 du 17 novembre 2009, article 3. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à procéder aux engagements, liquidations et mandatements des dépenses d'investissement sur la base de 25% des prévisions 2018 avant le vote du budget primitif 2019, à savoir, donc au chapitre 20, ça représente un montant de 23 747,12 €. Mémoire, le budget total 2018 était de 94 988,51 €. Au chapitre 21, un montant de 62 831,08 €. Et finalement, le budget 2018 sur ce chapitre était de 251 324,35 €. Au chapitre 23, pour un montant de 120 486,47 €, et le budget 2018 sur ce chapitre était de 481 945,90 €. Voilà, il s'agit simplement de permettre à la collectivité de fonctionner en attendant le vote du budget. Une libération peut pour toute collectivité pour autoriser les premières dépenses de l'année. Sur cette délibération, les questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Moins 6. Le reste, c'est bon. Délibération 2B, s'agissant de la valorisation des concours en nature apportés aux associations. Point qui sera également rapporté, s'agissant d'une enquête financière par Mme Delchebert. La municipalité confirme son engagement et son soutien aux côtés du monde associatif qui se matérialise notamment par des aides directes comme le prêt de salle, la mise à disposition de locaux, l'aide à la réalisation des manifestations, le prêt de matériel, la réalisation de photocopies et 3 petits points pour le reste. Par ailleurs, les documents budgétaires de la commune doivent dorénavant mentionner les concours attribués en nature. Afin de permettre de procéder au calcul de ces aides en toute transparence, une méthode a été travaillée et développée pour permettre une valorisation uniformisée, juste et cohérente. Ces montants seront également utilisés pour le calcul des travaux en régie effectués par le personnel communal pour les besoins de la commune. Le tableau présenté en annexe concerne l'année 2019. Il sera actualisé chaque année, notamment en ce qui concerne les locaux, et proposé annuellement à l'approbation du conseil municipal. La valorisation des concours en nature apportés aux associations sera jointe au compte administratif 2019. Donc il s'agit d'une obligation à partir du 1er janvier 2019 de valoriser tout ce que la collectivité apporte en nature auprès des associations de la commune. Des associations en général, pas forcément que celles de la commune. On peut avoir des exemples. Donc il s'agissait de trouver déjà sur la valorisation des locaux qui sont mis à la disposition des associations, selon que ce soit des locaux qui sont occupés en permanence par les associations ou qui sont ponctuellement occupés au cours de l'année, de trouver des modes de calcul. Donc on prend comme référence l'hypothèse de travail que nous avons, c'est de prendre comme référence sur les locaux les coûts des bâtiments de l'année N-1 qui permettent de calculer la valorisation 2019. Par contre, tout ce qui va être valorisation des photocopies, valorisation du prêt de matériel, valorisation donc les autres rubriques qui peuvent, par exemple les services techniques ou les coffres électriques, là on va être sur la réalisation 2019, on va être plutôt sur des quantités, les réaliser au titre de l'année 2019. Donc la proposition qui vous est faite est une base qui va servir au calcul des valorisations en nature. Et les valorisations en nature nous seront présentées au titre en annexe du compte administratif 2019, c'est-à-dire en février ou mars 2020. Vous aurez pour l'année 2019, pour chacune des associations, le montant valorisé. Ce qui permettra une lecture en toute transparence, en dehors de la subvention financière que l'on apporte en direct à l'association, ce que la commune apporte par ailleurs. Alors, la proposition qui vous est faite, qui va servir de base
pour les calculs définitifs, c'est déjà d'apporter un montant pour chaque type de matériel qui peut être prêté à une association. Donc c'est la liste matérielle. Donc c'est un forfait par manifestation, donc c'est un montant unitaire. Alors vous avez les marabouts, les chapiteaux, les podiums, les estrades, les planchers, les tables, les chaises, les bancs, les stands de tir, les sonorisations, les pupitres, les grilles, ça va jusqu'au barbecue. Donc c'est un montant qui servira à la valorisation. Ensuite, personnel service technique, c'est dans la situation où du personnel municipal serait mis à disposition pour une manifestation auprès d'une association, donc sur un coût horaire 43 €. Ce montant, il est repris de la délibération que nous avions prise en décembre, qui concernait les tarifs municipaux. On a gardé le même montant. Frais et pause de raccordement de coffret électrique. Je vous rappelle qu'on avait pris une délibération pour apporter une prise en charge par la commune d'un montant forfaitaire sur les raccordements de coffrets électriques lors des manifestations organisées par les associations. Ce montant était 250 €. Donc on l'indique également dans la valorisation. Et qu'en cours d'année, si cette gratuité de forfait est apportée par la commune auprès d'une association, ça rentrera dans le cadre de la valorisation. Au titre des photocopies, on s'est aligné sur la même tarification que la délibération qu'on a prise au mois de décembre. Ce sont les mêmes montants. Ensuite, concernant les salles mises à disposition, donc là il s'agit de montants pour des mises à disposition ponctuelles. Donc ça, c'est une distinction à faire entre salles municipales mises à disposition et locaux permanents mis à disposition. Quand on est dans la rubrique locaux permanents mis à disposition, c'est vraiment quand l'association elle a des locaux qui lui sont dédiés. Et là, on va calculer par rapport aux surfaces qui lui sont mis à disposition relativement au coût de fonctionnement du bâtiment sur l'année N-1, parce qu'il est impossible de fixer par avance des prix au mètre carré dans le cadre d'une délibération qui nous est imposée en janvier sur un exercice qui n'est pas encore commencé. Donc la différence entre mise à disposition et puis locaux permanents. Donc vous avez pour la ruche les 3 salles. C'est un forfait jour. Salle Nocentini, Cossec aussi un forfait jour. Et puis quand on est dans la rubrique Salle André Malraux, Salenka, Sociaux de Ternay, on a simplement repris, quand on avait passé la délibération de la tarification des salles pour ces 3-là, nous avions voté une gratuité pour les associations pour les jours de semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 8h à 8h. Donc au titre de cette gratuité, s'il y a effectivement une mise à disposition sur ces journées-là, ça rentre dans le cadre d'une valorisation. Donc on reprend les mêmes montants que pour les habitants. Ensuite, donc les locaux permanents mis à disposition. Donc dans la tête, quand vous voyez prix au mètre carré par mois, c'est une erreur de frappe de ma part, donc je vous demande de la corriger. C'est coût au mètre carré. Donc, parce que prix au mètre carré par mois, ça fait très cher. C'est coût au mètre carré. Et donc, vous avez pour chacun des locaux, chacun des bâtiments de la commune, donc les surfaces, et le coût au mètre carré. Alors, à titre d'exemple, si on avait dû faire cette valorisation au titre de l'exercice 2018, sachant qu'on n'a pas la valorisation de prêt de matériel, puisqu'on n'a pas mis en place en 2018 une comptabilité sur le matériel. Donc là, uniquement locaux et photocopies, à titre d'exemple, on aurait valorisé le conseil de fabrique pour 2575,74 €. On aurait valorisé les restos du cœur pour 3946,82 €.
Le Marange pour 33 914,90 €. Le Judo Club pour 10 845,89 €. Voilà les informations que je peux donner à ce jour. Elles sont les plus simples à calculer puisque ce sont des associations qui bénéficient de locaux dont le calcul est facile à faire parce qu'ils sont seuls à occuper le local. Par contre, toutes les associations, et notamment toutes celles qui sont à la ruche, même si elles ont pour la plupart un local budget, il y a d'autres locaux à l'intérieur, je pense par exemple à la salle de danse, qui est partagée entre plusieurs associations. Donc il y a des calculs sur lesquels on est en train de travailler à plusieurs, avec Guy Jean, avec Bernard Roger, avec Alain Lallier, avec Marie-Pierre Stanich, notamment pour valoriser aussi le service périscolaire. Parce que dans le cadre de nos obligations, on doit, auprès de la CAF, valoriser aussi ce qu'on apporte en nature auprès du service périscolaire pour aller rechercher aussi des financements. Donc, on avait des valorisations qui étaient assez sommaires et qui étaient bien sur des locaux dédiés, mais pas sur tout ce qui peut être à côté et qui pourrait être valorisé. Donc voilà, donc le travail est en cours et vous serez tenus au courant, puisqu'il y aura une réunion commune de la commission vie associative et commission finances qui présentera, avant-dernière observation, les modes de calcul. On peut être surpris par le coût de certaines locations qui sont proposées. On a vérifié quand même sur les villes de notre standard en termes de population, si on était à peu près dans les mêmes normes, et c'est effectivement le cas. Donc vraiment, il n'y a pas de disproportion tarifaire dans ce qu'on a dit, c'est à peu près ce qui est appliqué partout. Vous comprenez bien, ça n'impacte pas le budget en direct, mais ça permet de fournir des chiffres qui sont des éléments d'appréciation, de comparaison. Alors aujourd'hui, réglementaire, il faut les joindre à notre production de comptes d'état budgétaire qui donne beaucoup de transparence sur le fonctionnement de la vie associative et pas seulement, puisqu'on y intègre aussi le PSP. Et obligation d'être sur le site de la commune. Et obligation d'être lisible et transparente sur le site de la commune. Donc il nous reste du travail pour poser définitivement les chiffres. En attendant, il nous faut prendre la délibération de principe s'agissant de cette valorisation des concours en nature. Encore des questions sur cette délibération? Oui, monsieur. Une question, je voulais savoir comment vous allez l'utiliser vis-à-vis des associations. Et est-ce qu'il y a un risque, comme on a la valorisation en nature, d'un impact sur la subvention financière de l'association? Je viens de répondre à votre question. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'impact budgétaire sur les montants financiers qui sont attribués aux associations. Ça ne veut pas dire pour autant que chaque association aura demain ce qu'elle avait avant, mais c'est une autre forme de détermination. Mais en tout cas, la valorisation en nature pour l'heure n'impactera pas les subventions qui seront données aux associations. Sur la première année, il faut les calculer, l'année suivante. Absolument, mais elles n'auront pas d'impact, ni cette année, ni les années suivantes, sur le montant des subventions que perçoivent les associations. Ce n'est pas parce que l'équipe de football occupe un terrain de foot qui est valorisé dans les comptes, qui permet de faire un certain nombre de comparaisons, en tout cas d'être produit en annexe de documents budgétaires, que nous devrons demain donner moins ou plus au football. Et c'est valable pour toutes les associations. Il n'y a pas d'impact direct sur le montant des subventions qui seront accordées aux associations. Ça répond à votre question. Bien, mais pas si bon. C'est bon. Donc c'est une obligation qui nous est demandée. Qui la demande? C'est les textes, la loi de finances qui l'oblige. Et c'est assez juste sur le principe, ça permet d'être en transparence sur certaines situations. Mais on aura le temps de revenir dans le détail quand on aura posé clairement ce sujet dans les chiffres. Voilà. C'est vrai qu'il y a des temps partagés d'occupation qui compliquent les choses, il y a des changements dans l'année, il y a un certain nombre de sujets qu'il faut qu'on appréhende et concerne justement et précisément pour ne pas commettre l'affaire non plus l'égard à cette lecture qui est attendue en termes de comparaison. D'autres questions? Juste une petite réflexion. Donc du coup, à partir du moment où on veut valoriser ça, ça veut dire qu'à la limite, on peut aussi demander à des utilisateurs de payer ce montant-là si c'est pas des... Parce que c'est destiné au monde associatif. Et quel monde associatif? Uniquement le monde associatif subventionné
ou tout le monde associé? Tout le monde associé. Donc n'importe quelle mais donc une association qui organiserait une manifestation, on pourrait lui demander une quote-part si c'est une manifestation qui a un caractère commercial. C'est pas l'objectif. Non, mais C'est ça, pas l'objectif. ça pourrait donner une base Imaginons qu'une association nous demande de réserver une salle pour une manifestation typiquement commerciale, si elle se met à vendre un certain nombre de sujets. Je ne pense pas que ces chiffres-là nous servent à établir le tarif. Non. Non, mais ça sont permet déconnectés de cette l'impact de l'utilisation, en fait. Non, c'est déconnecté de cette utilisation-là. Mais vous le savez, vous imaginez bien que si on est dans cette situation, on ne manquerait pas de demander des justifications extrêmement précises. Alors on sait que les motifs sont difficiles à imaginer au regard du fait qu'on est sur du virtuel et pas de l'effectif. Mais ce qui est une certitude, c'est que ces calculs-là n'ont pas de commun rapport avec une facturation qu'on pourrait mettre en place. On peut considérer que c'est quand même une subvention, une subvention en nature. Oui, c'est ça. Ça s'appelle comme ça. C'est l'appréciation de ce qui est apporté. C'est la valorisation des apports en nature qui est faite par la ville. Donc, c'est-à-dire qu'aucune association ne pourra dire qu'elle ne touche aucune subvention de la commune. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, très exactement. Et ça permet de dire aussi, alors, je le dis, débarrasser de toute intention polémique. En aucune façon, je le répète, ça ne sert à arbitrer, à punir, à valoriser, récompenser. Mais ça peut permettre de fixer dans l'esprit un certain nombre de valeurs. Un club de football dans une ville, ça coûte combien? Alors, c'est un terrain de foot, c'est des manifestations, c'est un certain nombre de locations. Et cette valorisation en nature de toutes les associations dans leurs activités me semble être, en termes de transparence financière, une information due à la population. Et nous pousserons cette logique de transparence et de production pour l'ensemble des associations de la ville qui, d'une façon ou d'une autre, occupent, demandent, bénéficient de prestations qui peuvent être calibrées et passer à la jauge de cette clarification. Oui, parce que je rappelle que dans l'orientation budgétaire, on mentionne toujours les montants apportés aux associations. Quelque part, on valorisait les locaux, ainsi de suite. On n'a jamais été jusqu'aux photocopies, jusqu'au matériel prêté. On n'a jamais été aussi loin. Les locaux, on a toujours su que mais pas aussi loin de tout prendre en compte et pas aussi loin de le détailler par association. Parce qu'il y a certaines associations qui ne perçoivent pas une subvention sonnante trébuchante. Je pense par exemple à l'opération Téléthon. Elle bénéficie des photocopies de la part de la commune. Si on avait dû valoriser le kit de 2018, c'est une valorisation comme de 500 € qu'on apporte au Téléthon. Et ça, nulle part, ça apparaît à la lecture de celui à qui s'intéresse. De mise à disposition de salles et autres. Mais c'est bien parce qu'on va trouver dans cet outil-là, et c'est l'essentiel de sa justification, une vraie comparaison en transparence de l'activité de chaque association, où par nature, on dira, voilà ce que ça fait à et ça permet d'avoir un jugement objectif. Alors dans cette objectivité-là, relativisons-la aussi, le regard au tarif qu'on applique, puisque le jouer une chaise 15 €, 14 €, 12,50 €, personne n'est en mesure de dire précisément c'est la bonne chose. Par contre, comme on appliquera le même tarif à tout le monde, on aura une unité de comparaison qui sera équitable pour tout le monde. Et je dirais même que comme on a prévu de passer cette délibération de base chaque année, en janvier, rien ne nous empêche, si on voit qu'il y a une discordance ou quelque chose, de revenir sur un tarif pour l'année qui suivra. Donc il y a une lecture dynamique aussi là-dedans. D'autres questions? Sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Moins 6. La délibération 2, que je vous propose maintenant, s'agissant de la modification de la DCM 101/2018 du 13 décembre 2018, relative aux tarifs municipaux de 2019. Puisqu'il s'agit de tarifs, je demande à Jeanne de rapporter une fois encore cette délibération. Nous avons pris une délibération au mois de décembre concernant les tarifs, donc il s'agissait à la demande de la perception de passer dorénavant une délibération unique pour tous nos tarifs. Donc nous avions repris en décembre tous nos tarifs, sauf qu'en janvier, on se retrouve confronté à renouveler le stock des caveaux
je ne sais pas si on peut dire le stock et la mise à disposition des caveaux. La dernière commande datait de 2015. Donc on était sur un montant de caveaux de 885 € dans le cadre de notre tarification votée au mois de décembre. Et la commande de 10 caveaux qui sera inscrite dans le budget prochain, là, on est à un montant unitaire de 1059 €. Et dans la mesure où nos prix doivent correspondre à la vente, doit correspondre à la dépense de la commune, pas d'autres montants, ça nous oblige à passer une modification. Je regrette qu'entre deux conseils municipaux, on soit déjà obligé de corriger des délibérations. Mais bon, il s'agit d'évoluer au fur et à mesure des avancées. Donc, au regard de l'évolution des prix de nos fournisseurs pour les nouvelles commandes à passer à compter du 1er février prochain et de notre obligation de tarifer aux administrés sans perte de bénéfice, il y a lieu de modifier les tarifs des caveaux et cases colobarium du cimetière de Marange. Donc, uniquement Marange concerné, puisqu'il reste encore du stock, c'est pas le terme, mais bon, j'en ai pas dit, on a tout de suite, sur le cimetière de Sylvange, il reste encore. C'est pas les mêmes Sylvange et Marange, c'est pas les mêmes produits. C'est les mêmes produits, mais il nous reste encore. Le stock de Sylvange sur Marange. Non. Et donc. Ça a déjà été payé. Installé. Pourquoi pas tout de suite changer la délibération de Sylvange aussi, puisqu'on sait que ça va être de Mais non, parce qu'il reste encore à tarifer sur l'ancien montant. Il faudrait connaître les numéros et à peu près la période pour dire à partir de telle date. Je ne peux pas l'anticiper, on ne maîtrise pas les décès. Et c'est un risque auquel on ne veut absolument pas s'exposer. Oui, d'accord, je comprends. C'est-à-dire que si on n'avait pas de caveaux à produire suite à ce C'est-à-dire que c'est pas que le stock sera obligé de se reprendre une délibération. Alors certaines communes se facilitent la chose, ne font pas pour leurs administrés. C'est-à-dire l'administré s'adresse directement au pompe funèbre et achète directement auprès du pompe funèbre. Voilà. Nous, on a souhaité que le service est l'intermédiaire de la commune pour assurer le lien. Parce que pour éviter ça, il suffisait simplement de dire que les nouvelles acquisitions seraient à ce montant-là. Mais non, mais je ne suis pas sûre que les prochaines acquisitions pour Sylvange seront aussi au montant-là, puisque le devis, il est fait pour 10 caveaux pour Marange. Donc on va dire qu'on a 2 exercices qui vont être couverts sur le cimetière de Marange. Et vous le voyez sur les cases colobarium pour Marange, là le montant il est moins, parce qu'on a trouvé un autre fabricant de colobarium où les tarifs étaient plus intéressants. Ce qu'on a passé dans le cadre de la DM de fin d'année, de racheter des colobariums. Voilà. Donc les tarifs concernant le cimetière Sylvange demeurent inchangés, dans la mesure où les équipements en stock sont suffisants pour 2019. Seuls sont donc concernés par cette modification les caveaux du cimetière de Sylvange qui augmentent de 885 € à 1059 € et les cases colobarium du cimetière de Marange qui régressent de 670 € à 581 €. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la modification à compter du 1er février 2019. Alors, dans la délibération, dans le petit tableau, on écrit caveau, casse colobarium. Caveau, je propose qu'on rajoute à côté 2 places. Parce que c'est une précision, comme c'est une délibération qui est affichée, qui est mise en ligne pour l'information des administrés, je pense que l'information 2 places précise. Voilà. Des questions complémentaires sur cette délibération. Je propose de passer au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, je s'exclus. Bien, nous en finissons avec les affaires financières. Et nous passons au point 2F, 2G, 2H, à notre grande thématique qui va nous occuper une grande partie de cette année, c'est-à-dire la construction de la cantine scolaire. Et il s'agit des demandes de subventions afférentes à cette cantine qui concernent la DETR, qui concerne le conseil départemental et qui concerne la région Grand Est. Je demanderai, parce qu'elle est en responsabilité de ce projet, et qu'il était dans l'urgence de rédiger ces délibérations avant le 31 janvier. C'est bien qu'il travaille sur le
Alors, je tenais à remercier. C'est pas je ne suis que le rédacteur de la délibération et du dossier. En tout cas, pour faire valoir et ménager toutes les susceptibilités, j'associe au travail très productif de ces dernières semaines de Diane Véder, Marie-Ève Greff, François Louis aussi, et les services qui se sont impliqués, puisque Peggy a beaucoup travaillé sur ce dossier-là aussi. Donc je demanderai à Marie-Ève de bien vouloir nous rapporter, en simplifiant peut-être les GH qui sont les mêmes, les trois délibérations en question. Voilà. Alors, il s'agit de la construction scolaire pour le collège et une restauration pour le périscolaire du groupe La Rousse à Marange. La demande de subvention de l'État au titre d'application d'équipement des territoires ruraux DETR 2019. Alors, après plusieurs années de discussions et d'études, la construction d'une cantine scolaire est enfin un projet qui va pouvoir connaître une concrétisation. Un tel équipement pour notre commune est devenu incontournable tant qu'il se justifie pour répondre aux besoins de la population, répondre à l'augmentation de la demande liée aux ouvertures de classes induites par l'augmentation de la population, mettre fin à l'inconfort et l'insécurité du service de restauration proposé actuellement aux collégiens, remédier à la saturation de la restauration périscolaire de plus de 200 enfants par jour sur le site de la ruche à Sylvange, supprimer les bus écoliers intramuros sur la cantine du collège de Talange et vers la cantine du collège de Talange, permettre le service de 300 repas sur 2 services, proposer un service de restauration, le cas échéant, aux enseignants, pensionnaires familiales, seniors et seniors de la commune. Alors, adapté aux besoins de tous, la cantine scolaire présentera de nombreux avantages au regard de la situation géographique, des impacts humains, environnementaux, structurants, sécuritaires, social et intergénérationnels. Le coût prévisionnel de la construction d'une cantine scolaire pour le collège et d'une restauration pour le périscolaire du groupe scolaire de la Rousse est de 2 millions d'euros, soit 2 400 000 euros TTC, hors mobilier de la salle de restauration. Cette dépense sera inscrite sur le BP 2019 et 2020 et fera l'objet d'une ouverture d'une autorisation de programme. La dépense est éligible à la DETR. Le plan de financement prévisionnel est le suivant. Alors, en dépense, les travaux de construction, je vous donne les montants en QTC, 1 900 020 euros. Les dépenses en aménagement extérieur, en levant est de 20 000 euros, l'aménagement extérieur de 60 000 euros, les honoraires et réseaux de 400 000 euros pour un total de 2 millions. Et les recettes prévisionnelles demandées pour la DETR pour un montant de 800 000 euros à taux de 40%, à MITER 35% pour un montant de 700 000 euros, et région 100 000 euros pour un taux de 5%. Les fonds propres à la hauteur de 400 000 euros à un taux de 20% de financement. Voilà. Pour un total de 2 millions d'euros qui représente 100% du chiffre hors taxe. Voilà. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de construction d'une cantine scolaire pour le collège et d'une restauration pour le périscolaire et le groupe scolaire La Rousse, d'approuver le plan de financement tel que présenté, de solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, la DPR 2019, d'autoriser le maire à signer tous les actes afférents à ce dossier, de s'engager à maintenir la propriété de l'ouvrage dans les domaines publics de la collectivité pour une durée minimale de 10 ans. Voilà. Si vous avez des questions. Sur cette délibération de F, est-ce que vous avez des questions? J'ai eu une première approche financière relativement précise. C'est comme vous le savez, en première approche sur des dossiers de cette importance, on n'est pas à la louche, mais on échafaude un budget. Restera à préciser un certain nombre de sujets, en particulier les discussions qu'on a aujourd'hui avec la CAF sur la taille de l'espace périscolaire, qui pourrait aussi donner droit à la subvention, sur le financement du mobilier, en particulier le mobilier de restauration et le mobilier du périscolaire. On s'est réservé une petite marge de manœuvre. Vous l'avez bien vu, c'est un projet qui va s'étaler sur 2 années, voire 3, mais plutôt 2, et sur lequel on attend un retour de TVA important. Donc sur l'exercice prochain, ce retour de TVA nous permettra éventuellement de financer les dépenses complémentaires qu'on aura à produire. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Sur cette délibération, je vous propose de voter.
Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Le point 2G, Marielle. Alors les points 2G et le point 2H sont rigoureusement les mêmes, seulement que les demandes de subvention sont destinées au département de la Moselle et au titre de la Lutère, et le 2H sont demandés au titre auprès de la région Grand Est, au titre du dispositif régional de soutien aux investissements des communes rurales. Est-ce qu'on peut faire grâce de la lecture des deux Par contre, on va l'écouter. Donc le point 2G correspond à la demande de financement unitaire. Deux choses. Nous avons une longue discussion avec le président Belton à l'occasion d'une réunion qu'on lui a définie au cours de l'année 2018, au mois de juin, je crois. Septembre. Et bon, c'est cette somme qui est de 700 000 € d'habitat qui aujourd'hui fait l'articulation du consensus entre la ville et le conseil départemental. C'est une grosse subvention unitaire. Pour donner un ordre de grandeur, la participation du conseil départemental dans le projet de requalification du Snowball, c'est 800 000 €. Voilà, ça situe à peu près le niveau de cette participation. Moi, je tiens officiellement, publiquement, à remercier chaleureusement le président Belton pour l'effort qui est consenti sur cette opération, attendue largement par les managers. Donc, sur la participation du département et sur cette demande de subvention unitaire, est-ce qu'il y a des questions? Sur cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Et sur le point 2H, s'agissant toujours de la même construction, de la même cantine, la région Grand Est nous a invité à solliciter bien évidemment la région Grand Est, qui nous a invité à là aussi une demande de subvention. Aujourd'hui, on maîtrise moins les contours. C'est pourtant que les subventions de la région sont aujourd'hui plafonnées sur ce type d'opération à 100 000 €. On demande le maximum, on verra ce que nous pouvons réellement obtenir. Donc, sur cette délibération, sous réserve que vous n'ayez pas d'autres questions, je vous propose de délibérer. Pour cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. Ce qui nous permet de passer au point 2I, qui est un point travaux, et qui nous sera donc de droit. Peut-être non, c'est bien de H, de I. L'installation d'une chaudière pour le COSEC et le dojo, c'est une demande de subvention auprès de l'État. Bien évidemment, c'est bien qui a rédigé le dossier de subvention, la demande, au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, 2019, mais on va laisser le soin à François, mais aussi de nous la présenter, de l'expliquer s'agissant de la chambre de compétences techniques. François. Donc, la chaufferie actuelle est équipée d'une seule chaudière alimentée au gaz qui assure le chauffage et l'eau chaude sanitaire du COSEC, qui représente 1700 m², du dojo 600 m². Cette chaudière fonctionne donc en continu toute l'année, été comme hiver. Constatant que le coût du chauffage de ces bâtiments communaux était énergivore, nous avons mené une étude en interne visant à réduire notre consommation énergétique. Cette étude montre qu'il est nécessaire de remplacer la chaudière existante par deux équipements de petite capacité et d'adapter leur fonctionnement aux besoins de puissance en un temps donné. Les nouvelles chaudières fonctionneront en cascade pour répondre aux besoins de puissance de chaud et l'ensemble des régulateurs seront remplacés pour être adaptés aux usages des bâtiments, permettant ainsi de réduire les consommations énergétiques. Les économies envisagées sur les factures de gaz d'environ 20% réduiront ainsi nos dépenses de fonctionnement. La période la plus favorable pour la réalisation des travaux est juillet-août 2019. Le COSEC et le dojo étant moins fréquentés durant les vacances scolaires, l'absence d'eau chaude pour les douches serait moins pénalisante. Le coût total prévisionnel de la rénovation du système de chauffage des bâtiments COSEC et dojo est de 54 013,57 € hors taxe, soit 57 697,23 € TTC. Cette dépense sera inscrite au BP 2019. La dépense est éligible à la dotation de soutien d'investissement local. Le plan de financement prévisionnel est le suivant, donc les travaux 19 426, le matériel 38 270 TTC, et le total pour 57 697,22, les recettes, donc la dotation de soutien à l'investissement, 24 036, 45%, le défend propre 29 707, 55%, soit un total de 54 013,57 hors taxe, 100% du coût.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'installation de chaudière pour le COSEC à Beaujolais, d'approuver le plan de financement tel que présenté, de solliciter une subvention auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local 2019, d'autoriser le maire à signer tous les actes afférents au dossier. Actuellement, nous avons une très grosse chaudière qui alimente, qui chauffe les deux bâtiments, le Dojo et le COSEC, aussi bien l'été comme l'hiver. L'été, c'est pour l'eau chaude sanitaire. Et donc, nous avons fait une étude et il s'avère qu'il serait mieux de mettre deux petites chaudières qui, l'hiver, fonctionneraient toutes les deux pour chauffer. On en a besoin. Et ensuite, l'été, qu'une seule chaudière suffirait amplement pour que l'eau chaude sanitaire. Voilà. Ça nous permettrait de faire une économie d'à peu près de l'ordre de 20%. Il faut savoir aussi que notre chaudière actuelle qui est en place date d'une trentaine d'années. Donc on va mettre des équipements beaucoup plus modernes, des condensation pour éviter justement des économies d'énergie importantes. Et là-dessus aussi, on reçu le premier juillet, l'animateur sont changés, les vannes sont changées, tout est changé. Vous aurez compris aussi que ça s'intègre dans le plan de rénovation globale du COSEC, puisque l'accessibilité, c'est important, puisque les travaux sont programmés sur la trêve estivale, et vous les connaissez, on vous les présentera plus en détail lorsqu'on rentrera dans la mécanique des travaux s'agissant du COSEC. On est à peu près à 350 000 euros de travaux TTC sur la rénovation, et on aura une cinquantaine de milliers d'euros de travaux pour la chaudière, donc on peut considérer que notre COSEC sera en bon état pour accueillir les matchs du championnat de France, puisque nous serrons tous très fort les poings et les pouces pour voir notre équipe accéder au championnat national. Sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions? Qui est votre fournisseur de gaz? Là, Total. Parce que là, on a un groupe d'achat avec la CCPOM. Pour ça, je réfléchis, on était chez ENI et là, on est bien passé chez Total. Tous les 2 ans, à peu près, il y a une consultation de gaz qui est faite par la CCPOM pour les communes qui sont adhérents. Et à chaque fois, on adhère à ça. Et lui-même, ça vous intéresse pas? Ils n'ont pas répondu à l'appel d'offres, à la consultation. Donc maintenant, on est parti sur 2 ans. Dans des conditions extrêmement favorables pour la ville, rappelez-vous, je ne vais pas raconter de bêtises sur le volume du pourcentage d'économie par rapport au tarif précédemment appliqué, mais je crois de mémoire qu'on flirtait avec les 18 à 20%. Voilà. Donc on a déjà un contrat qui est plutôt correct. Autre question? Sur cette délibération, je vous propose qu'on mette le vote, sur la délibération de sur cette installation de chaudière pour le COSEC et de jours, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous en remercie. On passe au point 2J. Et je demanderai à M. Bernard Goldberg de nous rapporter cette délibération, s'agissant de l'octroi d'une subvention exceptionnelle. Bernard. Je propose au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 250 € à Brigitte Lebrun. Madame Brigitte Lebrun pratique le judo de parents, j'avais professeur. Elle a disputé le championnat du monde à Cancun au Mexique où elle a obtenu pour la première fois le titre de champion du monde vétéran. Elle a disputé également le championnat d'Europe à Glasgow où elle a été sacrée pour la 6e fois champion du monde vétéran. Champion d'Europe vétéran. Aussi, je propose au conseil municipal de lui attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 250 €. Le conseil municipal, après avoir délibéré le code général des collectivités territoriales, vu le budget de la commune, vu l'avis favorable du bureau municipal par la commission administrative, décide d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 250 € à Madame Brigitte Lebrun, autorise le maire à signer les pièces afférentes. Sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, je vous propose de passer au vote. Donc sur ce point 2J, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, Madame Lebrun vous remercie. Sa participation a été coûteuse, s'agissant d'un déplacement extrêmement lointain. En tout cas, c'est largement mérité. Elle fait rayonner très loin les couleurs de notre judo club.
Le point 3A, création d'un poste d'attaché territorial non titulaire à temps complet. Donc, je rappelle au conseil municipal que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même s'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre les avancements de grade. Considérant le tableau des emplois adopté par le conseil municipal, considérant la nécessité de créer un poste d'attaché territorial, en raison du départ de la direction générale des services nommée au grade d'attaché principal, et afin d'assurer les nouvelles tâches de direction, s'il ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent contractuel de droit public, dont les fonctions relèveront de la catégorie A dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi 8453 du 26 janvier 1984. Il devra donc, dans ce cas, justifier d'un diplôme de niveau bac plus 5, au moins, dans un domaine lié à l'activité et d'une expérience professionnelle dans le secteur concerné. Cet agent aura pour mission de diriger, coordonner et superviser le management des services de la collectivité, préparer et mettre en œuvre et suivre les décisions municipales, élaborer, suivre et exécuter les différents budgets, en particulier le suivi de la dette et de la trésorerie, préparer et suivre les assemblées, préparer les ordres du jour, les dossiers de séance et de délibération. Assurer la veille juridique et réglementaire de l'ensemble des actes de la collectivité et du respect des procédures, conseiller et assister le maire et les élus pour la définition des orientations stratégiques, mettre en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement territorial, assurer la promotion du territoire, piloter et animer les programmes d'intervention de la collectivité, mettre en œuvre les outils de suivi, d'observation et d'évaluation du dispositif, assurer le portage et l'instruction des projets, développer et animer la contractualisation du parcours, alerter la collectivité sur les risques techniques, juridiques et financiers et d'autres, piloter et suivre les projets de développement, rechercher des financements, contrôler la bonne exécution des prestations internes et externes, étudier et réaliser les études préalables, la prospective financière, le cahier des charges des marchés publics, suivre des opérations jusqu'à la réception, suivi des dossiers de subvention. Préciser que la rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d'attaché territorial. Je propose donc au conseil municipal la création d'un poste d'attaché territorial à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires. Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 1er mars 2019. Filière administrative, cadre d'emploi attaché, grade attaché territorial. Ancien effectif 0, nouvel effectif 1. Les membres du conseil municipal, vu l'article 3-3, deuxièmement de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, vu la délibération 73-22 du 3 septembre 2012, après avoir entendu le maire et un avoir délibéré, le conseil municipal approuve la création d'un poste d'attaché territorial à temps complet, autorise le maire à recruter sur le poste, en cas de procédure infructueuse, un agent contractuel compte tenu des spécificités du profil recherché, décrit ci-dessus, requis par les besoins de services de Nantes. Et si tel est le cas, autorise le maire à signer un contrat sur la base de l'article 3-3.2 de la loi 8453 du 26 janvier 1984 modifiée, précise que cette agence sera rémunérée en référence à l'échelle correspondant au grade d'attaché territorial, approuve le tableau des emplois ainsi modifié, décide de donner tout pouvoir à M. le maire afin de signer tout document et de réaliser les démarches nécessaires. Crédit nécessaire à la rémunération aux charges de l'agent nommé de l'emploi seront inscrits au budget au chapitre 012. Et juste à préciser, il faudra le mettre au niveau de la libération. Cette proposition a reçu un avis favorable à l'unanimité du comité technique. Il s'agit bien évidemment du recrutement de notre nouveau directeur général des services qui remplit toutes les conditions énoncées, en particulier en matière de formation, puisqu'il n'a pas seulement un diplôme au niveau bac plus 5, mais il en a 2, je crois, je crois qu'il y a 2 de SS. Que ce monsieur est aussi fort de son expérience pratique, puisqu'il a été directeur général des services de la ville de Carignan et de la ville de Bussy-sur-Seine, et qu'il arrive pour rejoindre nos effectifs à compter du 1er mars de cette année. Si vous avez des questions sur cette délibération. Juste une question, c'est pas un fonctionnaire territorial? C'est pas un fonctionnaire territorial, mais il a un contrat de droit privé dans le cadre de la fonction. Parce que s'il a déjà fait les mêmes fonctions dans les autres communes, pourquoi il n'a pas postulé pour être fonctionnaire territorial? C'est sa préférence. Qui lui donne plus d'autonomie et plus de liberté de manœuvre. Mais à nous aussi, on peut pas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Du coup, c'est plus un directeur de service, c'est un attaché de cabinet. Je sais pas comment. Non, c'est un directeur général. Directeur de cabinet. Non.
Le fait justement qu'il y ait un contrat de droit privé, plus ou moins, donc ça veut dire qu'en fait, il peut sauter à n'importe quel moment. C'est pas la même qualité qu'un fonctionnaire qui, lui, comme il sait qu'il peut garder sa fonction, même s'il ne garde pas forcément son emploi. Donc du coup, c'est vraiment, c'est presque un fonctionnaire, enfin un fonctionnaire, un personnel politique, quoi, en fait. Absolument pas. Non, de ce point de vue-là, vous faites un amalgame qui n'en est pas ça. Ah non, je vous pose la question. C'est un directeur général du service. Ce qui me perturbe, c'est de dire que est-ce qu'il n'y a pas assez de personnes sur les listes, donc des fonctionnaires, pour pouvoir avoir ça. Bon, je sais qu'on en a, ces derniers temps, il y a eu pas mal de mouvements à ce poste-là, mais quand même, il faut quand même y avoir des personnes fonctionnaires qui puissent faire cette fonction, quand même. Alors, il y en a. Ce que l'on doit vous dire, c'est que nous avons eu 17 candidats pour ce poste de directeur général des services économiques. Bien évidemment, dans ces 17 candidatures-là, il y a un certain nombre de fonctionnaires, même majoritairement de fonctionnaires, qui ont été, qui sont toujours, ou qui espèrent devenir directeur général des services. Mais je crois que ce qui prévaut dans un recrutement de ce type, c'est la capacité des gens à faire. Et ce monsieur, encore une fois, n'a pas à justifier, à rougir de son cursus professionnel au niveau de son bagage universitaire, il y a zéro problème. Au niveau de son parcours professionnel, il y a zéro problème. Maintenant, il y a une vraie tendance de fond dans la fonction publique territoriale qui est avivée par cette possibilité qui est réservée aux fonctionnaires et plutôt de haut niveau, et que souscrire des contrats de droit privé. Alors, il ne s'agit absolument pas de fonctionnaire de cabinet, hein, il ne sera pas directeur de cabinet ou attaché au cabinet, il sera bien directeur général des services, c'est ce qui sera notifié sur son contrat de travail. C'est un choix personnel. Dans ce choix personnel, il retrouve beaucoup de latitude à s'en aller quand il veut, comme nous on en retrouve aussi beaucoup, à mettre un terme à notre collaboration s'il est donné qu'on ne soit pas satisfait des services qui sont rendus. C'est un contrat. Mais ils sont en CDI ou en CDI? Non, c'est un CDI. C'est un contrat à durée indéterminée de droit privé. Il n'est pas là pour 3 semaines, 6 mois, 1 an, un mandat. Il est là à temps complet, définitivement. Les fonctions qu'il a exercées auparavant, il est resté combien de temps en moyenne? Alors, il est à Bussy-sur-Seine, je crois, depuis 3 ou 4 ans. Et il était à Carignan depuis 2 ans. Alors, ce qui l'intéresse, lui, essentiellement, et vous en doutez, c'est que dans ce qui fait la qualité, en tout cas la reconnaissance de la DGS est devant des villes de plus en plus importantes, des services de plus en plus importants. Et vous vous doutez aussi que la rémunération attachée est de plus en plus importante. Donc il passe d'une ville, Carignan, je ne sais pas, c'est 3000 habitants, Bussy c'est peut-être 4000, 5000, à une ville qui va faire 7000 bientôt. C'est là son intérêt. Alors je ne suis pas non plus naïf. Je me dis potentiellement, peut-être un jour, il partira pour une ville de 10 000. Ceci étant, parmi les 17 candidatures qu'on a pu recevoir, on en a reçu 6 ou 7 en première intention, 3 en deuxième intention, mais au final, les 2 derniers candidats. Il m'apparaissait, oui, il nous apparaissait, puisqu'on était plusieurs comités de recrutement, qu'il s'agissait là de la bonne candidature pour notre pays. Et que ce statut n'est pas un statut pénalisant. Au contraire, puisqu'il est porté, il est demandé par le candidat. Il ne s'apparente pas à des fonctions politiques, c'est bien un directeur général des services. Et puis, tant mieux, puisque c'est aussi à notre profit. On y trouve une liberté d'action qu'on n'a pas, avec le cadre un peu contraignant et très formaté de la fonction publique. Mais si vous le souhaitez, en toute transparence, on vous adressera ou on pourra tenir à votre disposition un double de ce contrat de travail. Voilà. D'autres questions? Mais surtout, je veux lever toute ambiguïté sur le fait qu'il puisse s'agir d'un emploi à caractère politique. Ça mais c'est une question qui méritait d'être posée. Mais la réponse l'emporte et elle sera avérée au titre du contrat qu'on pourra mettre. J'aurais posé la même question à vous, à votre société. On connaît ça dans d'autres communes. On a même vécu ça ici. D'autres questions? Si vous avez aujourd'hui une escompte de sa rémunération, elle reste à définir, mais je ne la donnerai pas en produit. D'autant que cette session va être retransmise sur Internet. Je trouve qu'en matière de confidentialité, ça me semble raisonnable de ne pas annoncer ça. elle va être écrite étant donné qu'elle va être sur le budget. Oui, mais c'est
globale. Elle sera globale. Sur le budget, c'est une ligne globale. Le personnel, c'est une ligne personnel titulaire, une ligne personnel non titulaire. C'est Donc le ça global des équivaut agents. aujourd'hui à la rémunération de TGS qu'on avait à l'époque. Je vais vous le dire en transparence, monsieur, je ne devrais pas parce qu'il regardera certainement cette édition-là. Il a moins que nos 2 derniers déjà. Non, c'est bien, c'est l'argent public, on peut savoir comment qui investit, c'est bien quand Maintenant, je veux même, encore une fois, par souci de transparence, je ne peux pas faire plus preuve que ce que je vais vous proposer. Si vous conservez à l'information une certaine confidentialité, et elle ne dépendra que de vous, il suffira de demander à Tiafa qu'elle vous communique cette information en passant en revue. Elle donnera très précisément le montant de sa mensuel, qui s'exprime en 13 fois le montant de la salaire. Mais je vous le redis, on a trouvé un arrangement où lui un peu plus que là où il était, et où nous payons un peu moins que ce que nous avions précédemment. D'autres questions? Sur cette délibération, je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Le reste. Merci. Bien, on peut passer au point. C'est même intéressant que le prochain conseil municipal, puisqu'il sera présent et que lui présidera le conseil municipal et qu'il fera à minima un acte de présentation, je pense qu'il faudra lui poser la question de savoir pourquoi il souhaite privilégier ce contrat. Voilà, donc je vous invite à ce questionnement-là, qui vous apportera une réponse faite par l'intéressé et bien plus argumentée et étayée que celle que je vous apporte aujourd'hui. Le point 4A est un point s'agissant du SMICU. La modification du tableau des effectifs, création et suppression de postes. Donc, je rappelle à l'Assemblée conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complets, nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à la du comité technique. Considérant la nécessité de créer et de supprimer des postes, il est proposé au conseil municipal de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit. Donc, suppression d'un poste d'attaché principal à temps complet. Il s'agit de la suppression du tout. Je vais vous les donner dans l'ordre en vous disant de quoi il s'agit et vous donner l'avis du comité technique sur chacun de ces sujets. La suppression du poste d'attaché principal à temps complet, c'est la suppression du poste de notre ancienne DGS. L'avis du comité technique à l'unanimité. La suppression de 2 postes de technicien principal de première classe à temps complet. Il s'agit de la suppression, puisqu'ils sont partis, du poste de notre responsable des services techniques et notre responsable du service nettoiement. Avis du comité technique à l'unanimité. La suppression du poste d'ASVP de 30 heures hebdomadaires. Il s'agit du poste d'ASVP, des 2 postes d'ASVP qui a été supprimé et pour lesquels on a aujourd'hui un système de remplacement qui correspond à des contrats temporaires, mais qui ne sont plus sous le qualificatif d'ASVP. L'avis du comité technique à l'unanimité. La suppression d'un poste d'adjoint administratif principal 2e classe, 17h50 hebdomadaire. Guy, vous allez me soutenir. Oui, Jamil Algamelo, qui était en charge de notre service formation et qui, par transfert de la compétence emploi à la communauté de communes, a été rattachée à la communauté de communes. Et j'ai trouvé un avantage significatif, c'est qu'elle se partageait à mi-temps entre la ville de Médange et la ville de Grange-Chillange. Aujourd'hui, elle est embauchée à temps complet sur cette compétence-là par la communauté de communes. Nous n'avons rien perdu au change, puisqu'elle assure le même volume d'heures au titre du permanence que ce qu'elle assurait précédemment à Grange-Chillange. La création d'un poste d'attaché à temps complet en CDI. Il s'agit du poste que l'on vient d'évoquer s'agissant de la création de poste de notre directeur général des services. Et la création d'un poste de brigadier chef principal à temps complet, qui se motive par le fait que M. Rigazzi, qui était l'un de nos brigadiers, est parti, et que M. Rigazzi n'était que brigadier. Or, nous avons recruté une dame qui, elle, était brigadier chef principal, et d'où la nécessité
inscrire ces créations-là à l'organigramme. Pour les deux derniers postes, la décision du comité technique, c'est à l'unanimité. Vous avez gestionnaire. Il y a la suppression du poste de gardien brigadier. Oui, mais donc c'est la suppression du poste de gardien brigadier à temps complet, c'est bien de négatif de temps complet. Là aussi, avis du comité technique à l'unanimité. Donc le conseil municipal, après en avoir délibéré, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84, portant dispositions statutaires relatives à la fonction territoriale, notamment les articles 3 et 34 du code des effectifs du personnel communal, l'avis du comité technique en date du 29 janvier 2019 décide de modifier le tableau des effectifs du personnel communal au-dessus. Suppression d'un poste d'attaché principal à temps complet, suppression de 2 postes de technicien principal, première classe temps complet, suppression d'un poste de SVP 30 heures hebdo, suppression d'un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe 17h50 hebdo, suppression d'un poste de gardien de chef à temps complet, création d'un poste d'attaché à temps complet CDI, création d'un poste de brigadier chef principal à temps complet, autorise M. le maire à signer toutes les pièces du dossier, juste que vous disiez, avant de vous demander si vous avez des questions aujourd'hui. En tout cas, à compter du 1er mars, l'effectif cible de la ville en termes de ressources humaines sera atteint. On doit être à -1 sur les services techniques en cours de recrutement. Et donc, la ville a tous ses emplois. Il n'y a plus de trou dans la raquette, comme on a pu en avoir à certaines époques. Et aujourd'hui, tous les emplois sont pourvus avec les gens qu'on souhaite avoir au poste public. Donc, sur cette délibération, qui est contre, qui s'abstient, donc pour le reste, -6. Alors on arrive au point 4A, qui nous sera présenté par notre délégué au SMIVU, s'agissant d'adhésion de communes à la fourrière du Joli-Bois. Il nous sera rapporté par M. Hervé Lejeune. Alors je propose au conseil municipal de mettre un avis favorable à l'adhésion au SMIVU, fourrière du Joli-Bois de la commune de Zécrin, 257 habitants, et la commune de 29 677 habitants, conformément aux dispositions de l'article L5211-18 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal dispose d'adhésion pendant se prononcer sur l'adhésion de ces communes. Le conseil municipal en avoir délibéré décide d'appliquer l'adhésion de la commune de Zécrin et de la commune de Et davantage de chats et de chiens. Cette délibération qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Je vous propose de passer au point 5A, s'agissant de la rétrocession des droits du réseau espace vert de l'existence salariale. Donc, il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de m'autoriser à signer des actes notariés à venir pour l'intégration de la voirie des réseaux des espaces verts de l'existence urbaine sur la partie zone d'activité en cours de finalisation. Le conseil municipal est présent dans la délibéré. Le code général des collectivités territoriales autorise M. le maire à signer tous les documents nécessaires à la rétrocession. Alors, pour conforter votre avis et pour votre préface sur le sujet, nous avons joint sur table l'ensemble de la liste extrêmement détaillée de toutes les parcelles concernées. Ces parcelles correspondent en fait aux parties jaunes que vous avez sur le plan. Il s'agit essentiellement de la prairie et des végés et un certain nombre de terrains dont nous allons trouver assez rapidement un village et le bassin de tension, les parties avant du bassin de tension. Sur cette délibération, est-ce que vous avez des questions? La première question concernant la rétrocession, est-ce que vous pouvez me préciser la parcelle 228 et 227 à qui elles appartiennent? C'est celle qui est en bordure de l'Assemblée? Oui. Alors, la 228 et la 227. La 227, c'est qui? Bien, la couche définitive l'enlever, et c'est pas du coup provisoire de parler. Non, mais peut-être une question pour la reprendre. On va comprendre la totalité. Parce que on le voit, il y a un décalage entre le trottoir et les trouvées, donc il y a une couche de travaux et une couche définitive qui sont faites. Elle sera reprise au moment où on finira le... On ne sait pas qu'il faudrait que ce soit à Nexity de faire la route avant que ça tombe dans le domaine public et après la rétrocession. Non, on ne... Que Nexity doit payer la ville. Et la route telle qu'elle est livrée par Nexity, elle est en version définitive. Donc vous tolérez dans la rétrocession
qu'il y ait éventuellement une couche d'enrobé à faire sur la route en bref. Non, mais Non, mais vous m'avez précisé. Non, la couche d'enrobé sur cette route, aujourd'hui, elle est faite. La parcelle est rétrocédable. Ce que l'on va faire, nous, vous imaginez bien, si on tire ici tout au long d'une saignée, pour aller installer des trottoirs, mettre des réseaux, on va pousser devant les 4 habitations existantes. On va, de façon très significative, détériorer le revêtement de chaussée qu'il y a. Ce serait, à notre sens, un peu désagréable d'offrir une prestation de cette nature à nous, aux habitants. Donc on va reprendre, et en plus, l'angle de la rue Merkelzal en haut est très mal visible. Il est mal fait, il est mal construit. Donc on a pour intention aussi de mieux le signifier et mieux l'écrire. Donc ce qu'il est dans le projet de faire, d'ailleurs dépense qui sera assumée grâce à la revente de ces parcelles, c'est de reprendre en définitive, tous travaux finis, la totalité de ce chantier qu'on va mener sur la route Calaisac. Ce sont des lois dans la logique des choses, on livre quelque chose de correct. On est d'accord là-dessus, mais d'un autre côté, on reprend dans le domaine public une voirie qui n'est pas totalement terminée. Elle est totalement terminée. Donc on va refaire de nouveau une route. Les enrobés, ils ne sont pas finis. Les enrobés sont finis. Enfin oui, selon vous, mais non, bien la légalité. Vous pouvez solliciter n'importe quel homme de l'art sur le sujet, l'emmener sur le terrain, lui demander si c'est terminé ou pas. Et on ne doit pas leur imposer de donner aussi les voiries avec des trottoirs qui sont normalement obligatoires. Non. J'ai pas compris. S'il vous plaît. Au lieu de rétrocéder, on devrait avoir un enrobé définitif des parcelles viabilisées avant que les voiries retombent. Parce que demain la ville va devoir refaire. Mais lotissement communal, c'est différent d'un lotissement privé. On voit maintenant. Là, pour le moment, il n'est pas communal. Non, il va devenir communal, la voirie va être communale et les lotissements vont être communaux. Les 8 parcelles. Donc, à partir du moment où ça tombe dans le domaine public, directement la ville va refaire. Une fois qu'on aura. On ne refait pas, M. Ferrer. Ne vous acharnez pas à nous laisser supposer qu'on va refaire. Aujourd'hui, tel que c'est livré, c'est un bon achèvement correct d'une voirie rétrécie. C'est-à-dire que tel qu'elle est livrée, avec le revêtement qu'elle a, c'est terminé. Bon, alors, nous, on va le refaire parce qu'on va faire un certain nombre de travaux, les trottoirs, les réseaux, et puis on va y amener une canalisation avec des caniveaux. Tout ça va nous obliger à faire un véritable chantier sur cette route. Nous, il nous semble juste décent de terminer au propre cette voirie quand on aura fini avec la minimalisation des parcelles. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'urgence absolue à rétrocéder immédiatement. Non, mais... pourquoi ne pas d'abord... Monsieur Coquin, entre parenthèses, s'il n'y a pas rétrocession, la parcelle de City qui est juste au milieu, on ne l'a pas. Bah, quel est le type d'échange alors? Comment qu'elle est payée? Alors je vais vous expliquer, c'était ça le motif, un des motifs de guerre ferme qu'on avait avec City. C'est que s'il ne rétrocède pas cette parcelle au milieu, nous on y perd, vous savez combien? Le prix de 8 ou 9 parcelles viabilisées, c'est-à-dire 900 000 euros. Non, si viabilisable. Oui, mais viabilisé, vendu, ça vaut 900 000 euros. Oui, mais ça impacte aussi des frais. Oui, mais la viabilisation. Aujourd'hui, la viabilisation globale de ce chantier, François, se trouve vers 200 000. Voilà. 200 000 euros pour faire les réseaux. Voilà. Si vous considérez. Voirie compris 200 000 euros. Oui. Un peu plus de 200 000. Si vous considérez qu'on est à 700 000 près ou pas, moi non, 700 000 euros. Non, mais là, on n'a pas d'information. Nous, on nous dit, voilà, il y a du terrain. Mais on les a pas dans le conseil municipal, je ne dis pas que vous n'en avez pas. Non, mais c'est pour ça que je pose la question. Ça, c'est sur le fondement, sur la rue d'Artalésa. Vous avez la réponse. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est que, au dernier conseil municipal, quand on a parlé du quartier, je vous avais demandé tout un tas de factures et de documents que vous m'avez transmis, je vous remercie. Non, par l'intermédiaire de M. Pierre, qui reste votre chef de groupe. Pas de problème. Je les ai regardés. Et on voit apparaître tout un tas de passages caméra et de curage dans toutes les évaluations du quartier. Tous les passages caméra, on voit uniquement des facturations pour la ville, mais on n'a jamais de rapport de tous ces passages caméra qui ont été faits à celui qui Ok, je m'excuse, mais votre demande formulée en conseil municipal devant l'ensemble des personnes c'était des factures correspondant au traitement post-inondation. Oui, mais il ne s'agissait pas du passage. Monsieur Coquin, vous permettez que je finisse? Allez. Avec beaucoup de gentillesse, je vous demande, avec beaucoup de gentillesse. Il s'agissait, nous avons répondu strictement à la demande que vous avez formulée. Toutes les factures s'agissant du traitement post-inondation, les services sont acharnés à vous les produire et à vous les fournir, encore une fois, via M. Daniel Pierre, leader de la
groupe d'opposition. Vous ne nous avez jamais rien demandé s'agissant du passage caméra en rétrocession. Eh bien voilà, justement. Alors, ce passage, je vous réponds, ce passage caméra a été organisé, je te laisse répondre, François. Le passage caméra a été fait suite aux inondations par une société Sorellis de tête, qui ont regardé tous les réseaux pour voir s'ils étaient bouchés, pas bouchés, et suite à ces passages caméra, il y a eu donc des curages qui ont été faits ou pas faits en fonction des réseaux. Voilà. Non, mais ces travaux auraient été faits avec. C'est important dans la rétrocession, parce que, il faut comme on a vu, Monsieur Coquin, vous voulez la rétrocession, tous les concessionnaires, le SMAP, c'est-à-dire qui s'occupe des réseaux usés, le SIAFI, le CIEGO, tout le monde aura passage caméra et ainsi de suite. Et eux vont dire on prend pas. Ils se sont tous positionnés, ils prennent. C'est-à-dire que tous les réseaux correspondent soit à l'étanchéité, ainsi de suite. Sinon, sans ça, aucun concessionnaire de on arrive dans un rapport d'expertise, on a évoqué le cas. Non, ne confondez pas les Non, mais choses. on a vu, dans le rapport d'expertise, il est clairement dit qu'il y a un problème sur les réseaux des évacuations d'eau pluviale. Non. Si. Eh bien, je vous transmettrai, vous l'avez. C'est écrit noir sur blanc, parce que moi je l'ai, je tiens en public, si vous voulez, je vous demande des documents, bien sûr, vous donnez. Il y a bien un expert qui met dans son rapport d'expertise une défaillance dans l'évacuation des eaux pluviales. Donc, vous parlez d'un exemple physique, celui dont vous avez parlé la dernière fois, l'expertise que vous avez contestée ce soir, et elle est contestée, je vous dis. Peut-être qu'elle est contestée, mais elle existe, c'est un expert, je pense que ni vous ni moi est expert, donc j'ai lu son rapport d'expertise, j'ai vu tout un tas de rapports caméra, on sait qu'il peut subsister des problèmes d'évacuation de nos quartiers, on le sait, donc aujourd'hui on nous propose de reprendre quasiment l'intégralité des voiries. C'est dangereux pour la ville si on n'a pas la certitude absolue que toutes les voiries sont d'abord terminées, donc vous m'intéressez là, vous me dites que oui, moi j'en suis pas forcément convaincu, et que tous les réseaux d'eau pluviale sont satisfaisants. Et parce que vu le tas de curage Monsieur un concessionnaire ne prendra jamais un réseau. Voilà, ne prendra jamais un réseau s'il n'est pas conforme. S'il ne répond pas des critères d'étanchéité, et ainsi de suite. Et le débit. Si tout avait été conforme, monsieur, mais aussi on n'aurait pas des problèmes d'eau comme on en a. Monsieur Coquin, il veut énormément. Nos réseaux ont été faits pour les pluies centenales et pas pour l'épisode pluvieux qu'on a eu en 2016. Ouais, enfin, l'année dernière, une partie d'une rue a été à moitié inondée et on voyait bien les bouches d'égout. Tous les bâtiments de la rue nationale. Non, sur quelle rue? La rue sur les bâtiments, l'entrée de la rue sur les bâtiments, absolument faux. Vous avez sûrement la preuve parce que vous y travaillez, mais cette preuve n'est pas une preuve. Elle est contestable. Aujourd'hui, vous le savez, sur la zone commerciale, puisque là aussi vous avez pris des photos, vous avez de l'eau, mais c'est normal que vous ayez de l'eau. Il n'y a aucun dispositif d'évacuation de l'eau qui n'a été fait sur cette zone. La rue, elle est finie. Ils sont en train de le faire. Non, la rue, elle est finie, c'est une parcelle. La rue, tous les évacuations, il ne passe pas au milieu. On va peut-être conclure sur ce sujet. Je veux bien revenir à ça, vous dites la partie blanche n'est pas prise. Non, on ne parle pas de cette partie-là. En attendant, c'est dangereux de se précipiter immédiatement au vu du nombre de passages caméra et tout ce qui peut subsister des rapports d'expertise, des voiries non finies, c'est dangereux de rétrocéder immédiatement l'ensemble des voiries. Monsieur Coquin, vous trouvez que c'est dangereux? Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez exprimé votre avis, il est aujourd'hui enregistré, il est diffusé publiquement, ou il le sera, on en a pris acte. Considérez maintenant qu'on va passer au vote et que nous, on va voter pour, parce que d'une part, on considère que ça n'est pas dangereux, d'autre part, que les réseaux ont été repris par les syndicats en gestion qui, rassurez-vous, ont fait tous les contrôles nécessaires pour s'assurer ou pas de la dangerosité, et que nous, conseillers municipaux de la liste majoritaire, sans céder à nos forces, mais justement mobilisés et motivés par des intérêts financiers importants, on décide de voter pour cette rétrocession. Le résumé est fait, M. Coquin. C'est pour ça que vous dites d'autres questions, s'il vous plaît. Alors, je vous propose de passer au vote sur cette délibération qui est contre. Un contre. Donc, vous avez une procuration. 2. Qui s'abstient? 4. Qui est pour? Voilà. Et je vous remercie pour vos abstentions, pour les votes pour et pour votre vote contre. Voilà, on fonctionne pour toute démocratie.
Bien. Et ça conclut notre conseil municipal du jour. Il y a 2 décisions tout à fait communiques. Une première décision s'agissant de numéro 1 de la 16 2018. C'était quoi? Puis on prend une facture d'avocat de 600 € en charge pour une vieille affaire s'agissant de notre. C'est la queue des programmes de la ruche, affaire collée, puisqu'on a encore un problème de fenêtre, je crois, qui ne sont pas étanches, on a toujours des garanties. Et la décision numéro 1 2019, on prend en charge 2 affaires de notre avocat pour lesquelles nous avons engagé notre avocat. Une affaire Diamantini qui conteste les procédures administratives qui ont été mises en œuvre pour son départ à la retraite. On a justifié notre position. De toute façon, au fil des jugements, nous nous rendons compte pour 1020 €. Et une affaire Burklen. C'est plus intéressant parce que pour 720 € de frais d'avocat, l'affaire Burklen, c'est l'affaire de cet immeuble qui menace ruine rue du Printemps. Et pour lequel on a déjà souvent discuté, en tout cas fait le point sur les procédures que nous avions engagées. Depuis le mois de mai de mémoire, Mme Burklen aurait voulu remettre en état cette maison, faire les travaux qui se justifiaient pour la sauvegarder définitivement. C'est un engagement formel et le juge avait demandé à ce que ce soit fait. On a un certain nombre de pièces écrites, de courriers en particulier, où elle nous dit « je vais faire ». Voilà, à partir de cette date. Or, aujourd'hui, nous sommes 6, 8 ou 9 mois après, et on ne peut pas considérer que cette solution est satisfaisante parce que rien n'a été fait. Et les voisins de là s'inquiètent de plus en plus. Donc moi, je demandais à l'avocat qu'il fasse valoir un dispositif que l'on a déjà voté en conseil municipal qui concerne les indemnités journalières d'astreinte. Donc nous lui avons demandé de s'acquitter de son obligation de refaire les travaux tout de suite, sans aucun autre délai, soit de payer les indemnités d'astreinte, on a quand même pour 56 000 € d'indemnité d'astreinte. J'ai eu un coup de téléphone aujourd'hui, elle reprend les travaux très très vite. Donc moi je ne me contenterai pas de... C'est une affaire qui a 30 ans. Je ne me contenterai pas des discussions informelles et j'attends une reprise effective des travaux. Sinon, quelle que soit la situation, je mandaterai le percepteur, on mettra un titre de recette pour récupérer ces 50 000 €. Rien pour nous. Bien, je vous remercie pour ces discussions très intéressantes, pour votre avis, qui n'est pas toujours le nôtre, mais heureusement. Je vous informe juste d'un sujet important. Nous ferons à Marange-Chivange 4 réunions thématiques qui s'appellent Parlons démocratie dans le cadre du grand débat national. Ces réunions commencent ce samedi dimanche. Chaque réunion sera non, c'est le samedi dimanche de la semaine prochaine, Le samedi de 16h à 18h, le dimanche de 10h à midi, et puis plus tard, au début du mois de mars, pareil, à 5h dimanche. Une fois sur Marange, une fois sur Cévennes. C'est ouvert à tout citoyen, marangeois ou pas, quelle que soit ses convictions, il faut être citoyen. Il s'agit pour nous de remettre la démocratie au centre de la discussion. On l'a baptisé par la démocratie, ça s'inscrit, vous vous en doutez, dans le cadre du grand débat national. Mais nous, on voulait y apporter notre éclairage. Donc ces réunions porteront dans l'ordre sur les 4 thématiques. La première d'entre elles, c'est la fiscalité. La deuxième, c'est l'organisation des institutions en France. La troisième, c'est la transition écologique. Et la quatrième, c'est les thématiques liées au pouvoir d'achat. En tout cas, je vous demande d'être attentif à ce qui se fera sur les panneaux d'information, sur Facebook, sur le site de la ville, où vous aurez les heures, les droits et les endroits, les thématiques très spécifiques. Vous êtes bien évidemment très cordialement invités pour faire vivre ce qui nous est plus cher, c'est la démocratie, et donner comme à ce conseil municipal votre avis. Et qui allez voir? J'animerai ce avec beaucoup d'avéance et en toute la facilité, je peux vous dire. Cette fois-ci, je peux vous saluer et vous dire bonsoir et vous remercier pour la bonne tenue de votre conseil municipal.